Mardi 25 août 2026, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du Journal de Viva en version française. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce soir, 309 maisons ont été détruites par un incendie dimanche dernier et plus de 1000 personnes se retrouvent sinistrées à Saafalank dans le district de Mahanour. Les dégâts sont estimés à plus de 300 millions d'ariars et selon les chiffres communiqués aujourd'hui par les responsables locaux, l'origine de l'incendie demeure inconnue, même si la première maison touchée a été identifiée. Reportage. La localité de Saafalank, dans le district de Mahanour, a été presque entièrement ravagée en quelques heures par un violent incendie survenu dimanche dernier. Selon les chiffres publiés aujourd'hui, près de 90% du village ont été détruits par les flammes. Au total, 1093 personnes issues de 309 foyers ont été touchées par la catastrophe. Sans abri, elles ont été temporairement accueillies dans les églises locales. Les pertes sont estimées à 335 millions d'ariars. Elles comprennent les biens des ménages, les activités génératrices de revenus, le bétail et d'autres biens. Aucun décès ni blessé n'a toutefois été signalé durant l'incendie. D'après les déclarations des habitants, le feu aurait pris naissance dans une maison située à l'est du village, mais les causes exactes restent encore inconnues. Restons toujours dans cette page faits divers. Parlant d'insécurité, Rakoudbe Nirine Mayer, photographe et vidéaste, est décédé ce jour à l'âge de 41 ans. Le drame a eu lieu lors de l'attaque de son domicile en Tomadink par des malfaiteurs. Selon les informations, vers 9h45, une personne a frappé à la porte de la cuisine. Le père de famille aurait ouvert avant d'être emmené dehors puis poignardé par l'agresseur. Rien n'aurait été dérobé. Un pistolet à eau rempli de liquide pimenté aurait toutefois été retrouvé sur place. En janvier 2023, Rakoudbe Mayer avait fondé RM Studio MG spécialisé dans la couverture de mariages, d'événements familiaux, artistiques et sportifs. Très apprécié de ses clients, il ambitionnait de développer davantage son entreprise. Parlons toujours de meurtre et d'assassinat. Dans le cadre de l'enquête sur la mort du vétérinaire Elisio, retrouvé sans vie à son domicile à Touamasna le 13 août dernier, il a été établi que l'auteur présumé serait l'un de ses proches amis. Deux autres personnes soupçonnées de complicité sont également recherchées. Reportage de Radou Ramanazatouf. Un jeune homme de 19 ans, proche ami d'Elisio, le vétérinaire retrouvé mort à Touamasna, a été arrêté le vendredi 21 août et devrait être présenté au parquet aujourd'hui. Il aurait reconnu son implication dans le meurtre d'Elisio et déclaré que deux autres personnes l'auraient aidé. Pour rappel, le cours sans vie de Noumenzanar Elisio, âgé de 32 ans, a été retrouvé le 13 août à son domicile situé à Dépôt 4 à Touamasna. Son corps portait 3 blessures par une arme blanche, 2 au cou et une à l'abdomen. Le vendredi matin précédant sa mort, il aurait transporté des marchandises à destination de Sainte-Marie. Il n'était plus joignable dès le samedi et les recherches avaient débuté le 11 août. Outre le jeune homme déjà arrêté, 2 autres individus sont donc toujours recherchés. La suite de l'enquête est attendue. Partons dans le sud du pays, toujours dans cette page faits divers, la famille des 2 femmes retrouvées mortes à Belle-sur-Tirbine il y a un mois a manifesté devant les bureaux de la commune d'Antsou. Selon elle, les suspects de ce meurtre n'ont pas respecté les engagements pris lors des discours et des négociations coutumières. Ils ont été relâchés et demeurent désormais introuvables. La famille avait réclamé 66 ébus et 9 millions et 8 millions d'ariars, mais seule une partie de cette indemnisation a été versée jusqu'à présent. Reportage. Les familles ont de nouveau déposé devant l'entrée de la commune d'Antsou, dans le district de Belle-sur-Tirbine, les dépouilles des 2 femmes retrouvées mortes après avoir été tuées avec une extrême brutalité dans la commune le 8 juillet dernier. Conformément aux coutumes locales, elles attendent l'indemnisation réclamée aux responsables qui avaient reconnu les faits. Vendredi constituait la date limite fixée pour le paiement, mais les suspects restent introuvables. L'indemnisation doit permettre de rapatrier les dépouilles dans l'Andjoui. Les ébus serviront aux rites coutumiers qui seront organisés à leur arrivée, notamment lors du Avouri. Chez les Atandjoui, les discours traditionnels et les accords coutumiers de ce type sont des pratiques profondément ancrées lorsqu'un conflit communautaire, un meurtre ou une autre affaire survient. La famille ainsi que l'association des originaires de l'Andjoui, la Fitea, dans la région du Ménabé, affirment qu'elles ne quitteront pas les abords de la commune
tant que le suspect dans cette affaire ne leur aura pas été remis. Et la gendarmerie nationale a saisi aux environs d'Ivat 7,213 kilos d'or sous forme de lingots dépourvus de documents légaux. Un ressortissant chinois a été interpellé dans cette affaire. D'autres personnes, notamment des agents travaillant à l'aéroport d'Ivat, sont également soupçonnées de complicité. Les détails dans ce reportage. À Mamour, un Fokoutan de la commune d'Ivat, dans le district d'Amboujatchim, un ressortissant chinois a été interpellé le 13 août 2026. Le groupement territorial de la gendarmerie nationale d'Antananarivo a procédé à sa fouille et à son contrôle. 8 lingots d'or d'un poids total de 7,213 kg ont alors été découverts. Selon les informations, aucun document légal attestant de l'origine de cet or ni aucune autorisation permettant son transport n'ont été trouvés sur lui. Il aurait également projeté de quitter Madagascar par l'aéroport international d'Ivat avec Dubaï pour destination. Les soupçons de l'enquête dans cette affaire ne se limitent pas aux ressortissants chinois. D'autres personnes pourraient être impliquées et faciliter la sortie de l'or de Madagascar. Selon les sources, des agents des services douaniers ou d'autres administrations liées à l'aéroport pourraient être concernés. Les résultats de l'enquête menée par les forces de l'ordre sont attendus. Le ressortissant chinois a été présenté hier au parquet, puis placé en détention provisoire à Tiafa. L'or sera quant à lui déposé et conservé à la Banque centrale de Madagascar, une fois achevées toutes les formalités administratives et judiciaires y afférentes. Dans les actualités politiques de ce soir, la session extraordinaire de l'Assemblée nationale s'est officiellement ouverte ce matin. Il s'agit de la deuxième session ordinaire tenue par les députés en 2026, un mois après la clôture de la première session ordinaire. L'ouverture s'est déroulée dans la discrétion et a notamment été marquée par la présentation d'un nouveau membre. Reportage sur les images de Christian Ravonarsan. 7 projets de loi seront examinés par les députés au cours de cette session extraordinaire qui a débuté aujourd'hui. Figure notamment à l'ordre du jour le projet de loi autorisant la ratification de l'accord complémentaire relatif à la gestion financière et aux investissements productifs au sein de la communauté de développement de l'Afrique australe ou SADC. Le projet de loi encadrant les activités liées aux jeux d'argent et les entreprises qui les exploitent. Le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi portant statut général des militaires. Le projet de loi relatif à l'utilisation sûre, sécurisée et pacifique de la technologie nucléaire à Madagascar, celui portant sur les communications électroniques et les infrastructures numériques, le projet de loi portant refonte intégrale de la loi numéro 2014-006 du 17 juillet 2014 relatif à la lutte contre la cybercriminalité, ainsi que le projet de loi autorisant la ratification de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, dite Convention de Hanoï, adoptée à Hanoï, au Vietnam, le 25 octobre 2025. Après l'ouverture, la session extraordinaire s'est poursuivie cet après-midi par les travaux en commission et l'adoption de l'ordre du jour. La session extraordinaire durera 12 jours. Restons toujours à la chambre basse de Simbazaz. Le président du VFM, Mouvoun Fiavozani Madagascar, s'est défendu aujourd'hui devant la presse face aux accusations selon lesquelles la création de cette structure viserait à préserver leur siège à l'Assemblée nationale. Le VFM n'est pas une plateforme politique mais une association, a-t-il affirmé. Il a également déclaré que les membres du VFM ne craignent pas une dissolution de l'Assemblée nationale tout en rappelant qu'ils sont des élus. Toujours un reportage sur les images de Christian Ravonarsan. L'Assemblée nationale est devenue une institution qui attise la colère, notamment chez les jeunes. Les appels à sa dissolution ne cessent de se multiplier. La création du VFM le 10 août dernier par des députés a davantage suscité le ressentiment des citoyens. La plupart de ces députés avaient été élus sous la bannière politique Isikari Chamarakamni Anjradzuiln ou Irmar. Pour les simples citoyens, ces députés ont une nouvelle fois retourné leur veste. Ils affirment aujourd'hui soutenir à 100% le régime de transition alors qu'ils avaient auparavant soutenu à 100% le pouvoir du président Anjradzuiln. Pour se défendre, le président de cette structure a déclaré aujourd'hui que le VFM n'est pas une plateforme politique mais une association. Face à la revendication des jeunes appelant à la dissolution de l'Assemblée nationale, ce député élu à Mananjin a répondu qu'ils sont des élus et qu'ils ne craignent pas la dissolution de l'institution. Pour rappel, en octobre 2025, le président Anjradzuiln avait déjà dissous l'Assemblée nationale.
Le colonel Rajanirina Michael et ses compagnons avaient également annoncé sa dissolution alors qu'ils sont entrés au palais d'Amutsruj le 14 octobre 2025. 11 mois plus tard, nombreux sont encore ceux qui réclament cette dissolution, en particulier les jeunes. Et pour poursuivre le journal, le groupe électrogène TAC 1 d'Amboui-Manamboul est en panne depuis hier soir, entraînant un déficit de 20 MW dans l'approvisionnement d'électricité du réseau interconnecté d'Antananarivo, d'après la Jirama aujourd'hui. Par conséquent, les coupures d'électricité ou délestages tournants se poursuivront ce jour à Antananarivo et dans ses environs de 17h à 21h du soir. Dans les actualités internationales de ce soir, environ 40 personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi à Kenskov, près de la capitale haïtienne, lors d'une attaque menée par des membres de gangs armés. Cette nouvelle tuerie illustre la persistance des violences qui frappent Haïti. Les détails avec France 24. Les cris et les larmes de ces familles face au corps sans vie de leurs proches. Une douleur immense alors que plusieurs dizaines de victimes sont évacuées suite à la prise d'assaut dimanche soir de Kenskov par des hommes armés. Lorsque j'ai entendu les coups de feu, j'étais chez moi et j'ai dit aux gens « Réveillez-vous, j'entends des coups de feu, il faut partir vite ». Depuis plus d'un an, Kenskov est le théâtre d'affrontements de groupes armés. Idéalement située sur les hauteurs de la capitale Port-au-Prince, elle permet de surplomber des axes clés de transit. Cette fois, l'attaque serait attribuée à Vivem Sam, un groupe désigné par Washington comme organisation terroriste étrangère. Cet habitant vient de perdre son beau-frère. Il met en cause l'inaction du gouvernement malgré l'annonce d'envoi de renforts. Nous n'avons pas une bonne police. Si seulement nous avions une bonne police, ils auraient posté un véhicule blindé ici et ce qui s'est passé aurait été évité. Haïti traverse une profonde crise politique, économique et sécuritaire qui continue de s'aggraver ces 2 dernières années. Les gangs multiplient meurtres, enlèvements, viols et recrutements d'enfants. Des violences qui ont entraîné le déplacement de près d'1,5 million d'habitants. 3100 personnes ont été tuées entre janvier et juin, selon les Nations Unies. L'organisation internationale est chargée de déployer une force de répression des gangs. Un soutien pour Haïti qui, depuis 2021, n'a plus de président élu. Des élections doivent être organisées en décembre prochain. Mais selon plusieurs experts, la situation serait trop dangereuse pour la tenue d'un scrutin. Et 100 jours après la déclaration officielle de la 17e épidémie d'Ebola en RD Congo, les autorités tentent de freiner la propagation du virus. En l'absence de vaccin contre la souche Bandi-Bongyo, la prévention reste essentielle, notamment dans les lieux de travail où se côtoient des personnes venues de différentes régions. France 24. Ils sont plusieurs centaines à travailler ici, dans cette mine à ciel ouvert. Pendant des heures, ils cherchent de l'or à seulement quelques centimètres les uns des autres. Ils savent qu'avec une telle proximité, ils peuvent se transmettre le virus Ebola qui circule activement en République démocratique du Congo. Mais pour beaucoup, prendre ce risque est une nécessité. Je suis là pour subvenir aux besoins de ma famille, pour gagner ne serait-ce que 10 000 francs congolais pour que mes enfants puissent manger. J'ai du mal à payer mon loyer, c'est pour ça que je viens travailler ici. Autre problème, ces travailleurs multiplient les déplacements d'une mine à l'autre ou vers des lieux de vente. Au total, ils sont environ 2 millions à sillonner le pays. De quoi compliquer le travail des autorités qui tentent d'endiguer Ebola. Au moment où l'épidémie a été déclarée, le 15 mai, une seule province était concernée. À l'heure actuelle, 100 jours plus tard, pas moins de 6 provinces sont touchées. Dans la nuit de vendredi à samedi, plus de 16 000 doses de vaccins sont arrivées à Kinshasa. Théoriquement, elles ne sont pas adaptées à la souche qui circule. Mais des premières données récoltées en laboratoire suggèrent que le principe actif pourrait offrir une certaine protection aux Congolais. Nous avons dans notre planification décidé, avec l'avis des scientifiques, d'utiliser le vaccin Ervebo, le vaccin que nous connaissons tous, qui a déjà été utilisé plusieurs fois, et notamment de manière très importante pendant l'épidémie de 2018 à 2020. Selon le dernier bilan, cette épidémie d'Ebola est la plus meurtrière de l'histoire de la RDC. Sur 5 375 cas confirmés,
Plus de 2500 décès ont déjà été enregistrés. Mesdames et messieurs, pour terminer ce journal, partant en France, une tornade d'une rare violence a frappé hier en fin d'après-midi le village de Poma, près de Carcassonne. En moins de 5 minutes, le phénomène a fait 39 blessés, dont 2 personnes en urgence absolue et a détruit ou endommagé près de 300 habitations. Les détails dans ce reportage de France 24. Cet instant précis, ce n'est pas encore une tornade. Ces habitants filment ce tube d'air. Ça va très très vite. Hein. Ça va très 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 vite. Hein. Ça y est, tornade, ça a touché. Regarde. Le monstre s'est formé. Extrêmement puissant, rien ne va l'arrêter. La tornade se dirige vers le village de Poma. Ferme le volet, la salle de bain. Il y a un méga tempête qui arrive, vite, dépêche-toi. Tourbillon. Personne ne réalise le drame qui va se jouer jusqu'à cet instant où les premières maisons sont traversées. Une habitante filme. On a une mini-tornade. Impuissante. Elle tente de se protéger comme elle peut. Quelques secondes après le passage de la tornade, voici le jardin d'une autre maison, méconnaissable. À l'intérieur, des débris partout. Les vitres ont explosé. Dans le village, des dizaines de toitures ont été soufflées. Certaines habitations sont éventrées. Quelques kilomètres plus loin, la ville de Limoux, défigurée. Ici aussi, les dégâts sont impressionnants. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Viva Info en version française. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Restez avec nous pour la suite du programme et très bien serré sur Viva. Au revoir.